Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole. Il y aura un an samedi que Donald Trump a pris ses quartiers à la Maison-Blanche, succédant à Barack Obama. Pourtant, la quasi-totalité des instituts de sondage donnaient Hillary Clinton gagnante, tandis que la totalité des médias, ou presque, avaient ouvertement fait campagne pour sa concurrente démocrate. Un an plus tard, Hillary Clinton a disparu de la politique, tandis que le Parti démocrate ne sait plus où il habite, miné par les magouilles légales ou non lors de la primaire qui ont assuré la victoire de Clinton sur Bernie Sanders. Même le Parti républicain n'est pas au mieux, puisque des candidatures trumpistes, ni démocrates ni républicaines, sont prévues lors des élections de midterm en novembre prochain, candidats qui pourraient peut-être faire voler en éclats le bipartisme américain. En économie, on ne peut pas dire que Trump ait échoué, puisque le chômage est au plus bas depuis 17 ans, avec 4,1% de la population active, c'est-à-dire que les USA sont au plein emploi. La croissance est forte puisqu'elle devrait se situer entre 2,2 et 2,4% en 2017, tandis que la réforme fiscale permet à une famille moyenne de 4 personnes gagnant 75 000 $ de voir son impôt baisser de plus de 2 000 $. En politique étrangère, le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas sur la trace de ses prédécesseurs interventionnistes comme Bush ou attentistes comme Obama. On va donc analyser en compagnie de nos invités la première année de Trump à la Maison-Blanche. Vous voulez réagir? Vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. Et d'ailleurs, au dire en tout cas d'un livre qui a fait grand bruit de l'autre côté de l'Atlantique, Fire and Fury, on y reviendra, on en reparlera très certainement de ce livre. J'adore votre accent. Il paraît que Donald Trump était lui sûr de ne pas gagner. Donc c'était sans doute peut-être lui le premier surpris. Je suis sûr qu'on pourra poser également la question à André Berkoff, qui est avec nous ce soir, qui présente évidemment Berkoff dans tous ses états de midi à 13h du lundi au jeudi sur Sud Radio. Merci André de nous faire l'amitié d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Également avec nous Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, auteur de Trumpland, portrait d'une Amérique divisée, c'est chez Priva. Bonsoir. Et Guy Hervier, spécialiste des États-Unis, auteur de Great America. Excellent accent. Wonderful. C'est-à-dire chez Macha Publishing. Bonsoir. Bonsoir. Un livre avec des photos absolument magnifiques. Je tiens à le dire, mon cher Guy. Merci, il faut féliciter l'éditeur. Bon, l'auteur aussi quand même. Oui, un petit peu pour l'auteur, un livre, un peu. excusez-moi. On va commencer en vous posant la même question à tous les trois. Vous permettez, on va commencer avec le régional de l'étape. N'oubliez jamais, je suis très heureux, je rends hommage à Philippe David, qui regarde d'abord les photos. Accessoirement, il lit, mais il regarde d'abord les photos. C'est pour ça que je fais des livres. Vous êtes sûr que vous voulez commencer avec lui, Philippe David, du coup? Je vais vous poser la même question à tous les trois. Comment est-ce que vous qualifieriez, en quelques mots bien sûr, vous pouvez développer, cette première année de Donald Trump à la Maison-Blanche? André? Écoutez, moi, ce qui me fascine, je dirais en tout cas qui m'intéresse beaucoup, c'est que effectivement, c'est une expression, vous savez, on dit aux gens, ils cassent les codes. Là, il a vraiment cassé tous les codes, pour le meilleur et peut-être pour le moins bon. Je ne suis pas en train de faire des jugements moraux ou autres, et puis on verra. Au bout d'un an, c'est pas en un an qu'on peut juger. En revanche, j'adore. Vous savez, j'ai vu ce document sur C8 où des psychanalystes et des psychiatres qualifiaient au mieux Trump de dérangé et de rachitique du bulbe, au pire d'être un type qu'il fallait enfermer tout de suite, sinon c'était la 3e guerre mondiale après-demain. Mais écoutez, pour un mec considéré comme complètement irrationnel, entre ce que vous avez dit d'ailleurs Philippe, effectivement dans votre introduction, les chiffres aujourd'hui, on voyait que Apple va réinvestir 350 milliards de dollars aux États-Unis, les bonus distribués aux 1,5 million d'employés de Walmart. La bourse, n'en parlons pas, parce qu'on dit la bourse, oui, mais ce n'est que les ruches. Attention, la population moyenne américaine vit aussi sur les fonds de pension et a investi massivement. Les retraités, et pas seulement les retraités, vous savez, toutes les actions, etc. Quand on voit ça d'un côté, quand on voit d'un autre côté ce qui est en train de se passer, et j'en parle, je suis allé au Moyen-Orient il n'y a pas longtemps, en Arabie Saoudite et ailleurs, et je rappelle que, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, le premier pays étranger où est allé un président américain, c'est l'Arabie Saoudite, ce qui s'était du jamais vu, et pas par hasard, on en parlera, et que le premier coup de fil donné par Donald Trump à la Maison-Blanche à un chef d'État étranger, c'était la présidente de Taïwan. Comme par hasard, on pourra développer. Simplement, effectivement, on ne peut pas dire qu'il a été vraiment erratique et il ne faisait que manger ses hamburgers. Pour vous, la première année, il a cassé les codes. C'est clair. Et pour vous, Guy Hervier, auteur de Great America chez Macha Publishing.
Alors moi, en fait, pour le faire assez rapidement, j'ai 2 titres de livres qui me viennent à l'esprit, qui viennent tout juste de sortir. Alors c'est pas celui dont on vient de parler de Michael Wolff, Fire and Fury. C'en est 2 autres. Le premier, c'est de David K. Johnston, qui vient de sortir un livre qui s'appelle It's Even Worse Than You Think. Donc ça veut dire c'est encore pire que ce que vous pensez. Donc David K. Johnson, pour le présenter, c'est un spécialiste de la fiscalité et qui suit Trump de très près depuis 30 ans et qui connaît très bien ses affaires sur New York, affaires immobilières. Et puis le deuxième, c'est de David Frum, qui est titré Trumpocracy, donc la Trumpocratie, hein, ça traduit comme on entend, the Corruption of the American Republic, donc la corruption de la République américaine. Et je pense que ces 2 titres, finalement, ils résument assez bien la situation qu'on a pu vivre depuis un an et que je partage. Alors, on peut rajouter effectivement le 3e livre, Fire and Fury, dont il a été, qui a été l'objet de beaucoup de critiques, dans le sens où il y avait plein de détails qui correspondaient pas à la réalité, mais dont le fond, finalement, n'a pas été réellement critiqué et qui correspond assez bien à ce qu'on avait pu entendre de tout un tas de journalistes sur le fonctionnement de la Maison-Blanche. Pour André Berkoff, la première année, il a cassé les codes. Pour vous, en quelques mots? Il a cassé les codes, oui. Je dirais que, comme disait André Berkoff, pour le meilleur et pour le peut-être moins bon, moi je dirais ce serait plutôt pour le pire. Jean-Éric Brana, auteur de Trumpland, portrait d'une Amérique divisée, publié chez Priva. Comment est-ce que vous qualifieriez cette première année? Vous venez de le dire, divisée. C'est quand même très important. La société américaine est très polarisée et elle va pas très bien. C'est pas forcément la faute d'ailleurs à Donald Trump. La société américaine va pas bien depuis longtemps et ça s'est augmenté pendant cette année. Mais pour qualifier et répondre concrètement à votre question, moi je dirais que Donald Trump a installé le trumpisme pendant cette première année. On n'en voit pas tout à fait les effets pour l'instant parce qu'on a beaucoup entendu parler effectivement de feu et de furie. Il y a quand même beaucoup de crème. Très bon en traduction. Oui, vous avez vu ça. Hein. Je partage d'ailleurs pas l'analyse qui vient d'être donnée sur le livre Fire and Fury. Je l'ai également lu et j'ai été très déçu de trouver beaucoup d'anathèmes et de ragots en tout genre qu'on connaissait d'ailleurs. Je n'ai pas vu un seul détail que je ne connaissais pas dans ce livre, mis à part les révélations de Bannon, et je pense qu'on y reviendra aussi. Mais à part ça, qui revient a été relativement mesuré également sur le contenu à part ça, du il livre. n'y a absolument rien. Et des livres comme ça, il en sort 3 par jour aux États-Unis. Alors la question qu'on va se poser, elle est différente. C'est pourquoi Donald Trump a réagi à ce livre-là, à ce moment-là. C'est ça la véritable question. Et donc, je suis toujours dans la réponse à votre question en disant ça. Ce qui s'est passé pendant cette année, on a découvert que Donald Trump appliquait dans sa présidence la même stratégie que pendant la campagne, à savoir la stratégie de l'incertitude et du chaos. On ne sait jamais ce qu'il y a dans la tête de cet homme et ce qu'il veut faire. Et c'est bien ce qu'il veut nous faire penser, c'est-à-dire penser tout sauf ce à quoi je vais penser. On revient sans cesse à l'art du deal qu'il nous a expliqué dans son livre. Il veut que les gens en face ne sachent pas ce qu'il veut faire parce que c'est pour lui le seul moyen de gagner. C'est un lutteur, il continue à le montrer qu'il veut lutter. En réalité, on a découvert un type qui n'était pas intéressé par la présidence, mais qui était intéressé par la lutte. Il va être donc très content puisqu'il rentre. Il va être très content parce qu'il rentre en année électorale, qu'il adore ça. Les élections de midterm. Dès demain soir, il est en meeting pour soutenir un candidat en Pennsylvanie et il va faire ça toutes les semaines parce que c'est là où il prend son pied, si on peut dire. C'est la première fois, André Berkoff, que les États-Unis sont confrontés à un président aussi secret. On a envie de dire, ça c'est un des traits de caractère vraiment qui presque caractérise Donald Trump. C'est quelqu'un qui veut garder un petit peu beaucoup de choses floues autour de sa personne, qui sont moins... Il est un peu moins ouvert que ses prédécesseurs. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est nouveau? Pour quelqu'un qui veut garder le secret et qui tweet du matin au soir, du soir au matin, c'est un drôle de paradoxe. Mais vous n'avez pas tort en ce sens que, d'ailleurs c'est ce que disait aussi Jean-Éric, c'est que, encore une fois, c'est au-delà de Art of the Deal, moi j'étais très frappé par 3 exemples. L'histoire de la Corée est tout à fait remarquable. Rappelez-vous qu'il y a encore 3 mois, c'est pour ça que je n'ai pas lu, si vous voulez, les 2 livres dont vous parlez, mais il y a quand même une logique très forte, mais cette logique, justement, c'est schumpeterien, c'est le chaos créatif. Il applique véritablement la technique du chaos créatif. Regardez, il y a 3 mois, on disait, on est au bord de la 3e guerre mondiale. Il disait, oui, d'abord, il a dit, moi, j'ai un bouton plus gros que son bouton, etc. Moi, je vais raser la Corée, etc. J'ai acheté le t-shirt aux États-Unis parce qu'il y en a des t-shirts maintenant. J'ai un bouton plus gros que toi. Voilà, j'ai un bouton plus gros. Nous, on dit pas ça, mais eux, ils disent ça, c'est très bien. Bon,
qu'est-ce qu'il y avait? Non mais rappelons-nous, c'est vraiment très intéressant. Et Rocketman et compagnie, etc. Mais pendant qu'il faisait ce cirque-là, un cirque tout à fait organisé, il parlait à qui? Il parlait à la Chine. Il parlait à la Chine, qui est la seule qui contrôle et qui peut contrôler la Corée du Nord, parce que sans la Chine, la Corée du Nord, en 24 heures, c'est fini. Bien. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait de ce qu'on appelle du billard à 3 bandes. Et aujourd'hui, il s'est passé un truc formidable. Je voudrais un peu parler des médias français, en tout cas de certains. Et il y a eu, sur France 2, ça j'ai regardé, il y avait la journaliste qui disait « Trump est marginalisé par Kim Jong-un qui l'a écarté, les deux Corées se retrouvent. C'est un désaveu pour Trump qui n'existe plus là-dedans. » Au même moment, et après, conférence de presse du président de la Corée du Sud qui disait « C'est grâce à Donald Trump qu'on se retrouve aujourd'hui. » C'est ce qui est intéressant, c'est que, et même chose pour l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va en Arabie Saoudite. Son gendre va après. Qu'est-ce qui se passe? Ben Salman fait ce coup d'État, ce putsch. Et puis surtout, il y a les femmes qui commencent à conduire. Il y a les cinémas, il y a la zone touristique et surtout, il prépare l'après-pétrole. Donc, pour quelqu'un qui est fou ou dérangé, etc., et je voudrais juste finir sur la corruption. Très franchement, et vous allez le voir dans les 2 ou 3 mois, à côté de Hillary et de Bill Clinton, mais Trump, c'est De Gaulle, c'est l'ange gardien. Quand on sait ce que le degré de corruption de la fondation Clinton qui se faisait payer, et on le sait, on sait la vente d'uranium, vous savez très bien, ou je ne sais pas, le Wall Street Journal en a parlé, qui n'est pas spécialement un journal de Trumpiste. Pour Trump. Et la vente d'uranium à une société canadienne, et en fait, ça a été vendu aux Russes. Voilà, ce sont des exemples. Alors, lui, le problème, c'est qu'il n'a pas besoin d'argent, c'est pas son problème. Donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis et dans le monde. Et encore une fois, c'est effectivement ce qui est choquant, c'est que c'est hors politique, c'est hors sol, c'est métapolitique complet. Alors, ce que ça va donner, on verra. Jean-Éric Bradin, n'importe quoi. Guy Hervier. Vous voulez répondre sur quoi? Sur la corruption? Nous, sur la corruption, la Corée du Sud et la Corée du Sud, je pense que si on prend la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite... La Corée du Nord, bien sûr. Et puis même, le point qui avait été pris précédemment, c'était la situation économique des États-Unis, qui est effectivement plutôt bonne. Je pense que en donner le crédit à Donald Trump, c'est quand même aller un peu fort. C'est-à-dire que on a eu une administration républicaine qui refourgue une situation absolument calamiteuse, un nouveau président, premier noir à la Maison-Blanche, qui prend les décisions qu'il faut prendre pour redresser les États-Unis. Et depuis 2010, l'économie américaine était repartie sur des bases beaucoup plus saines, avec une croissance qui était encore relativement molle, mais avec des créations d'emplois. On était en pleine crise des subprimes en 2010. Hein, non, 2008. 2008. Oui, mais en 2010, il y a encore des conséquences. Oui, mais conséquences, mais on redémarre. Et donc, on arrive à une création d'emplois chaque année de plus de 2 millions. La création d'emplois, si on prend un chiffre très simple, alors vous allez me dire, effectivement, quand on est en situation de plein emploi, créer des emplois, c'est plus difficile. Oui. Mais cette année, la création d'emplois sous la première année de mandat Trump est inférieure à toutes les années depuis 2010 sous le mandat Obama. Donc, l'idée de dire, la bourse, c'est pareil, attribuer le crédit de la santé économique à Donald Trump. Alors, effectivement, la réforme fiscale, qui est la grande réforme fiscale, puisque sur le plan législatif, c'est la présidence qui a été la plus inactive depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas le nombre de lois qui compte, c'est l'importance des lois. Hein, la loi qui a fait voter le plan Marshall, c'était une loi absolument fondamentale qui a changé beaucoup de choses. Donc cette loi sur la réforme fiscale, on va en attendre les effets. Les économistes sont quand même très mesurés. On les voit déjà quand même des effets, non? On les voit immédiatement, c'est-à-dire qu'effectivement, Apple a décidé de rapatrier des bénéfices qui avaient quand même été détournés des États-Unis. Il faut bien le dire, par des optimisations fiscales. Et entre optimisation fiscale et détournement, il y a quand même un petit Rubicon. On laissait faire les optimisations fiscales. Voilà. Alors, effectivement, qui ont rapatrié. Mais on verra à long terme l'effet de cette réforme fiscale dont
pour le faire assez vite, les plus gros bénéfices vont aller à la fois aux entreprises. Qu'est-ce qu'elles vont faire de ces bénéfices, les entreprises? Qu'est-ce qu'elles font depuis? Elles ont plein d'argent, les entreprises américaines, surtout les grosses. Le trésor Qu'est-ce de qu'elles guerre font d'Apple est monstrueux. Oui, ça, Apple, c'est catastrophique. Enfin, catastrophique, c'est excellent pour eux, mais c'est catastrophique dans le sens, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'elles font de ces montagnes d'argent? Elles rachètent des actions. Le cas d'IBM est absolument spectaculaire. Elles rachètent des actions et elles fournissent des dividendes. Et donc, les travailleurs qui sont exclus les travailleurs américains qui sont soi-disant les cibles que vise Donald Trump, ils ne sont pas vraiment concernés par ça. Jean-Éric Brana. Oui, écoutez, moi je rentre des États-Unis. Alors je ne suis pas un éminent économiste comme Guy, bien sûr, pour pouvoir argumenter là-dessus, mais j'ai quand même entendu pas mal de gens qui m'ont parlé de cette réforme fiscale en se demandant comment ils allaient être mangés. Il faut savoir qu'actuellement, là, au mois de janvier, on remplit les feuilles d'impôt. Aux États-Unis, on paye l'impôt à l'avance. Au mois de janvier, on remplit la feuille d'impôt. Et en février, on reçoit un chèque de l'administration pour le trop plein qui a été donné à l'État. Et là, ce qui est annoncé pour une famille, on va faire des choses très concrètes, pour une famille un couple avec 2 enfants, qui est une famille moyenne, qui gagne entre 48 000 et 75 000 $, pour faire ça en euros, ça fait 40 000 à 65 000 €. C'est-à-dire quelqu'un qui gagne chacun 1 500 à 2 500 € par mois, c'est-à-dire un peu nous tous. Eh bien, ils vont récupérer 1 600 € fin février. 1 600 $, pardon, fin février. Ce qui n'est pas rien, ce qui fait quasiment un 13e mois pour l'un d'entre eux. Ça, c'est concret. Et c'est ça qu'en premier lieu, les gens vont voir dans la légende de Trump. Pour ceux qui ont voté Trump, ils vont dire on a le retour sur investissement par rapport à notre vote. Alors, j'entends, moi, les macroéconomistes qui nous expliquent qu'effectivement, on va droit sur une crise financière parce que la bulle qui s'est créée à la bourse a été énorme. Moi, je suis d'accord avec vous, il faut accorder d'abord crédit à Barack Obama qui, en pleine tempête, a su faire les bons choix pour pouvoir relancer l'économie. On ne le dira jamais assez, c'est quelque chose qui reste et dont on a les effets aujourd'hui. Mais pour autant, depuis que Donald Trump est au pouvoir, la bourse lui a quand même donné des gages énormes, puisque si on prend le Dow Jones, on pourrait tous les prendre, les indices, mais le Dow Jones qui était à 18 000 le 8 novembre a passé les 26 000 il y a 2 jours, ce qui n'est pas rien. Et la croissance était à 3,2 au dernier trimestre, et c'était la 3e fois qu'elle était à plus de 3%, étant à 1,2 au moment où Donald Trump est arrivé au pouvoir. Et vous avez raison, la croissance était encore molle et il fallait laisser le temps. Et certainement qu'avec Barack Obama, on aurait eu des beaux résultats. Mais j'entendais il y a 1 an des gens qui nous disaient que ça n'arriverait jamais. Moi-même, je n'y croyais pas. Donald Trump nous a annoncé 4% très rapidement avec le retour sur investissement. Et la deuxième chose que demandaient les gens après ce retour sur les impôts, c'est combien je vais recevoir en bonus, parce qu'on ne parle plus que de ça aux États-Unis. Tout le monde reçoit des bonus actuellement. André a cité Walmart tout à l'heure, mais toutes les grandes entreprises sont en train de donner des bonus qui vont jusqu'à 1 000 $ par personne, ce qui n'est pas rien. Oui, d'ailleurs, on pourra commenter ces chiffres dans quelques instants dans Prenez la parole sur Sud Radio. Vous pouvez bien sûr intervenir, poser vos questions à nos invités. 0826 300 300, on revient dans quelques instants. Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole. Et comme tous les vendredis, on parle international dans Prenez la parole. On parle des 1 an de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en compagnie d'André Berkoff, auteur de Donald Trump, Les raisons de la colère, publié chez First. André qu'on retrouve tous les jours du lundi au jeudi de 12h à 13h sur Sud Radio. Guy Hervier, spécialiste des USA, auteur de Great America, publié chez Masha Publishing. Et Jean-Éric Brana, autre spécialiste des USA, auteur de Trumpland, Portrait d'une Amérique divisée, publié chez Priva. Moi, je vois un point avec Emmanuel Macron, un point en commun. Ils ont fait, quelque part, imploser le système politique américain, André Berkoff. Vous ne trouvez pas ? Vous voulez dire Macron a fait imploser le système politique américain ? Français ? Non, français et Français. Trump est en train de faire imploser le système politique américain. Je pense que Macron a plus fait imploser le système politique américain que le système politique français. Non, je m'explique. Macron, c'est autre chose. Je veux dire, non, mais il y a un parallèle peut-être à établir. La grande différence, c'est que Macron est un produit du système qui a su effectivement pulvériser la politique as usual. Il a été puissamment aidé, il faut le rappeler, enfin c'est pas le sujet, par notre ami François Hollande, qui, je le rappelle, a été le seul emploi fictif de la Ve République. 5 ans d'emploi fictif. Enfin,
Un argument que vous pourrez retrouver dans Berkoff dans tous ses états du lundi au jeudi, de façon de régulière. midi à 13h sur Sud Je Radio. reviens juste à Trump et aux économistes. Moi, j'ai été frappé, d'ailleurs, il l'a mis en numéro 1 des fake news, mais quand même, moi, j'avais lu l'article de Paul Krugman, prix Nobel d'économie, je le rappelle, et Paul Krugman, dans cet article, disait « C'est clair que ça va être un effondrement juste après l'élection de Trump, enfin l'élection de Trump, c'était avant, va signifier l'effondrement économique de l'Amérique, et je ne sais pas, ajoutait-il dans sa chronique, si ils vont se recouvrir. C'est quand même intéressant de voir quelqu'un qui est loin d'être un imbécile, qui est prix Nobel d'économie, mais c'est pas à cause de ça. C'est-à-dire, moi, ce qui m'avait frappé quand j'étais aux États-Unis, un peu plus tôt que j'ai, c'était l'unanimité. Et c'est ça qui était frappant, en dehors de ce qu'on peut penser de Trump ou pas. C'était que c'était impossible que ce type-là d'abord soit élu, ça c'était impossible. Et deuxièmement, si par malheur et par incroyable circonstance il était élu, il ne pouvait faire que le chaos et que ça allait être l'effondrement immédiat. Et je suis très frappé que comme l'effondrement pour le moment, peut-être ça arrivera, n'est pas arrivé, eh bien ça devient quoi? Les shitholes, le racisme, etc. C'est-à-dire, tous les prétextes sont bons. Et moi, je dis à mes amis ici, journalistes et autres, je dis, mais attendez, qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette haine? On peut aimer, pas aimer, etc. C'est pas votre cas. Mais cette espèce de dire, rien. Vous voyez, tsunami, c'est Trump. Vous rappelez-vous Hawaï? Hawaï, c'est extraordinaire. Quand il y a eu la fausse alerte sur les missiles, 3 acteurs américains ont dit, c'est la faute à Trump. C'est lui qui a provoqué ça. C'est quand même, il y a quelque chose là-dedans, dans l'irrationnel, qui est tout à fait fascinant. Mais peut-être parce qu'on s'attend, André Berkoff, à autre chose, et là je parle strictement de la forme, puisque c'est souvent la forme qui est critiquée chez Donald Trump, peut-être qu'on s'attend à autre chose dans le comportement du président de la première puissance mondiale. Oui, parce qu'on voudrait le business as usual, et il est hors sol. On va aller au standard de réalité. Sud Radio, au 0826 300 300, on est avec David qui nous appelle de Bordeaux. David. Bonsoir David. Bonsoir David. Monsieur. Bonjour messieurs, oui, je suis un peu interloqué, je le dis. Parce que votre interlocuteur précédent parlait de 2000 € de revenus mensuels. Bon, c'est bien joli, mais vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, on vous écoute. Parfait. Moi, je n'ai pas réussi à toucher ma retraite. À 73 ans, j'arrive à toucher 140 € de retraite. C'est-à-dire que je suis au RSA en complément, ce qui est minable. Et tout ça pour une histoire de retraite complémentaire. Mais par rapport aux États-Unis, David, parce qu'on parle des 1 an de Donald Trump à la Maison-Blanche, pas des problèmes des retraites en France qui sont un vrai problème, je suis entièrement d'accord. Donald Trump, je sais pas, mais là, je suis un peu pris de court. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup, David. On va continuer avec vous, Guy Hervier. Vous avez entendu André Berkoff. C'est vrai qu'il y avait quand même un point. Moi, je voyais un point commun qu'ils ont tous les deux fait imploser le système. Par contre, ils ont une grosse différence. C'est que Macron avait tous les médias pour lui, alors que Trump avait tous les médias contre lui. Alors, c'est un peu vrai, mais les médias n'étaient pas tout à fait tous favorables à Hillary Clinton non plus. Elle a fait l'objet de sérieuses critiques. Mais je dirais que si on De revient la part de la Fox notamment. Pardon. Oui. Entre autres. Oui, enfin, tout Non, Hollywood était non, avec mais elle. c'est une tout le question, business hein, c'est une était question. avec elle. Non, Si tu veux, Guy Hervier en parle. Le parallèle avec Emmanuel Macron est intéressant parce qu'en fait, effectivement, tous les deux sont arrivés alors qu'on les attendait pas. Tous les deux ont forcé le destin, mais de manière différente. Comme disait André Berkoff, Emmanuel Macron, il est issu du système. Il a quand même s'il n'a pas une carrière politique très longue, il est passé par l'Élysée. Il a eu le soutien de l'environnement politique. Mais la différence, c'est qu'il a quand même, après on peut critiquer, on peut faire des remarques, mais il s'est sorti du contexte ni droite ni gauche. On ne sait pas d'ailleurs si c'est ni l'un ni l'autre ou si c'est et l'un et l'autre. On n'a pas encore bien compris. Toujours est-il que sans parti politique, en créant un mouvement 1 an avant l'élection, il a réussi à l'emporter, ce qui est quand même absolument phénoménal. Maintenant, si on prend le cas de Donald Trump, lui, il a eu une approche différente. Il n'avait aucune expérience politique, ça c'est clair. Même, je dirais que la politique ne l'intéresse pas fondamentalement, puisqu'il a été... En tout cas, il n'a pas des idées politiques particulièrement arrêtées. Il a été républicain, démocrate, républicain, indépendant. Il a changé cette fois d'enregistrement politique. Mais lui, il a eu
méthode un peu différente, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est inscrit dans la primaire républicaine. Il a eu 16 candidats en face de lui qu'il a quand même, qui eux sortaient de l'establishment, comme il dit. Il les a tous abattus les uns après les autres. Et donc, finalement, il a pris un peu le parti républicain qui est maintenant, je dirais, on ne sait pas très bien quelles sont les relations entre les deux, qui est un peu à sa botte malgré tout. Et donc, quelle était la stratégie des Républicains dès le départ? C'était de dire, est-ce que finalement on va avoir un président fantasque, mais finalement qui ne s'intéresse pas trop à ce qu'il fait, qui continue à faire de la réalité, et puis nous, pendant ce temps-là, on va faire ce qu'on a envie de faire, la réforme fiscale en particulier, éventuellement l'immigration, éventuellement l'Obamacare, le repeal and replace, ça fait 7 ans qu'ils en parlent, ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir une véritable alliance entre les deux, et avec une orientation du Parti républicain beaucoup plus conservatrice, et beaucoup plus... Genre Tea Party. Oui, Tea Party existait déjà, mais oui, peut-être même au-delà. Et oui. le Steve Bannon, qui était le conseiller qui a duré 6 mois à la Maison-Blanche, c'était un peu l'artisan, l'intellectuel de toute cette organisation. Donc c'est deux méthodes qui peuvent avoir certains parallèles, mais qui ont aussi d'assez grandes différences. Jean-Éric Brana. Alors, la différence entre Trump et Macron, je crois que c'est que si vous parliez d'éclatement des partis politiques en France, il n'y a pas eu d'éclatement aux États-Unis. Il y a eu une prise de pouvoir de Donald Trump sur le Parti républicain. C'était le titre de mon précédent ouvrage, qui veut la peau du Parti républicain. Eh bien, il a eu sa peau. Aujourd'hui, le Parti républicain, en réalité... Et le Parti démocrate est très mal. C'est autre chose. Comme Macron a flingué les Républicains et le PS. Permettez-moi, c'est autre chose. C'est pas Donald Trump qui a flingué le Parti démocrate, il a flingué le Parti républicain. Il l'a mis effectivement, je reprends les mots de Guy, à sa botte, et je suis vraiment en accord avec ce qui vient d'être dit. Et tous les grands leaders d'opposition à Donald Trump, un par un, ont été soit écartés du pouvoir et ne se représenteront pas, par exemple, en novembre, tel Bob Corker, Jeff Flake ou d'autres, ou alors se sont rangés derrière Donald Trump, à savoir Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, Mitch McConnell, le chef le leader des républicains au Sénat, ou tous les autres grands leaders, Lindsey Graham, ancien candidat à la présidentielle, ont tous fait allégeance à Donald Trump aujourd'hui. Alors, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on risque... Mais bien sûr, ils l'ont tous critiqué. Ils étaient tous avec un mouvement. N'oublions pas, il y a un an, c'était jamais Trump. Oui. Et ce mouvement jamais Trump... des centaines de millions de dollars là-dessus. N'existe plus aujourd'hui. Les grands donateurs du Parti républicain, ça c'est beaucoup plus intéressant. C'est des milliards de dollars qui vont arriver pour la prochaine campagne, sont aujourd'hui derrière Donald Trump, que ce soit les frères Koch, que ce soit les Coase, les... Adelson, tout ça. Adelson était déjà derrière Trump, donc lui c'est un cas un petit peu particulier, mais tous les autres qui étaient contre sont aujourd'hui derrière Trump. Les Merkel qui étaient anti-Trump et qui tenaient Breitbart, aujourd'hui soutiennent Trump. Donc il a aujourd'hui toute cette frange de gens. Alors ce qui se passe au Parti démocrate, c'est un peu différent. C'est qu'ils ne se remettent pas de la défaite de Hillary Clinton et qu'ils sont coupés en deux entre le clan libéral, c'est-à-dire on va dire très à gauche, et ceux qui sont conservateurs. Bernie Sanders est une vedette au Parti démocrate et aujourd'hui tout le monde pense que c'est lui qui est en train de prendre le parti. Mais la dernière élection qui a eu lieu en Alabama nous a montré que les conservateurs, puisque Doug Jones c'était un très conservateur Parti démocrate, sont toujours là et qui tiennent une grande part de ce parti, notamment dans les terres trumpistes où il faudra compter sur eux et ce ne sera pas les libéraux qui l'emporteront. Donc la situation n'est pas tout à fait la même qu'en France et on voit qu'on est toujours sur un bipartisme et d'ailleurs le grand fantasme aujourd'hui c'est d'avoir l'arrivée de Mitt Romney au Sénat en tant que sénateur qui pourrait essayer de recréer un centre nouveau qui irait chercher sur les terres démocrates et sur les terres républicaines avec peut-être un candidat indépendant en 2020. Ça, c'est un gros fantasme. En 1912, ça a déjà été fait avec Taft et Roosevelt. Résultat, c'était la défaite des deux. On va continuer le débat jusqu'à 20h dans Prenez la parole. Vous nous appelez 0826 300 300. On revient sur cette première année surprenante, mais qui ne manque pas d'informations à vous donner de Donald Trump à la Maison-Blanche. Restez bien avec nous. On revient dans quelques instants sur Sud Radio. Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole. Et comme tous les jeudis dans Prenez la parole thématique internationale, et on fait le bilan des 1 an de Donald Trump à la Maison-Blanche en compagnie d'André Berkoff, auteur de Donald Trump, les raisons de la colère, publié chez
André Berkoff, qu'on retrouve du lundi au jeudi, tous les jours de midi à 13h sur Sud Radio. Guy Hervier, auteur de Great America, publié chez Masha Publishing. Et Jean-Éric Brana, auteur de Trumpland, portrait d'une Amérique divisée, publié chez Priva. Et on le retrouve dans tous ses états, hein, Philippe David. Bien Vous sûr. oubliez l'essentiel quand même. André Berkoff dans tous ses états. Ce soir, c'est sur un Sud état Radio. Tranquille, Ah oui. relativement tranquille. Je vais vous le faire un état proche de l'Ohio. Peut-être que Marie va vous faire monter un petit peu plus sur vos grands Mustangs, on va dire les choses comme ça. Ouais. Marie qui nous appelle des Landes au 0826 300 300. Bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir, Monsieur David. Bonsoir, vos invités. Alors, tout d'abord, pour Sud Radio, si mes souvenirs sont bons, Monsieur Jean-Éric Brana avait été le seul à donner sa chance à Monsieur Trump. Parmi tous les médias, il n'y a plus de nom. Et nous aussi, Et et nous quant aussi. à- Et André Et Berkoff. nous Et aussi, André Berkoff et nous aussi. également. Quant à Monsieur Berkoff, il a toujours mis les choses à leur place et donné à Trump et a mis des modératos sur la politique économique de Trump. Ce que personne en France n'a fait à part Sud Radio. Alors maintenant, j'ai suivi effectivement Trump et je regrette que la folie de Trump ne soit pas contagieuse. En ce sens que cette folie économique, je dirais, réussit à l'Amérique et réussit aux Américains. Donc on peut se poser des questions. Maintenant, l'Amérique a tous les moyens de faire cette politique. Elle a tous les moyens de protéger ses entreprises. Elle reçoit l'argent, je vois, 38 milliards, Apple, c'est pas rien, ma foi. Les entreprises reviennent ou se réinstallent aux États-Unis. Cela crée encore plus d'emplois. J'ai entendu encore ce midi M. Berkoff qui disait qu'après tout, les Américains, ils avaient 2 euros de plus de l'heure sur leur salaire. Ce serait bien en France qu'on ait ça. Maintenant, je vais vous dire une chose. Par rapport à Macron, jamais Trump, jamais, sous Obama, n'aurait donné Alstom, ce serait lier les poings et les pieds avec General Electric en donnant la puissance à un autre pays. Jamais il n'aurait fait cette folie. Vous avez compris? Non. Ça, il l'aurait pas fait. Ça, Donc, c'est- je je n'aime rappelle, pas. je vous coupe Marie, c'est parce que Alstom c'est un très gros groupe qui fait des trains, mais là c'était pour les turbines nucléaires, Oui, notamment les pour nos centrales. sous-marins. Oui, parce que nous n'avons plus la possibilité de lever le petit doigt. Nous ne pouvons que faire de la communication à cause de cela, car si jamais nous allons en l'encontre de ce que veulent les États-Unis, eh bien, vous irez vous chercher les pièces de remplacement pour le nucléaire. Et vous verrez les pannes électriques géantes. Donc, Merci beaucoup. je dis que Trump est le moins fou de tous les présidents à l'heure actuelle. Voilà. Merci beaucoup Marie. André Berkoff, qu'est-ce que vous en pensez? Trump, c'est le moins fou des présidents à l'heure actuelle. En tout cas, Angela Marie, Merkel va apprécier, c'est- Theresa May. Écoutez, on voit ce qui se passe avec Angela Merkel et l'extraordinaire succès politique qu'elle a eu. Moi, je me rappelle de Trump me disant quand même que l'histoire des migrants, quand même, acceptons 1 million, puis 2 millions, puis 3 millions, il faut quand même en parler et on verra. Alors, économiquement, l'Allemagne reste évidemment la meilleure, la plus grande, la première. Mais franchement, ce qui s'est passé avec Merkel, on le voit, et cette alliance de briques et de broc avec les socialistes allemands, on va voir ce que ça dure. Non, le vrai problème, il est là. Il est vraiment au-delà. Et si on regarde un peu le problème mondial, regardez ce qui se passe, le schisme entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest aujourd'hui, qui devient vraiment une espèce de, je sais pas, de sécession, n'exagérons pas, mais enfin, il y a quelque chose qui se passe. Et Trump, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on peut dire que c'est de la démagogie. Lui, il fait du souverainisme. Il dit « America great again ». Il se bat uniquement pour les intérêts américains. Eh bien, moi, j'aimerais, alors on verra les résultats, mais j'aimerais effectivement que nos présidents à nous, que nos pouvoirs à nous, se passent pour les intérêts, franchement, qui sont les nôtres. Guy Hervier, il y a quand même un point qu'a soulevé Marie. C'est vrai, par exemple, que Trump, il protège beaucoup l'économie américaine. Il n'aurait jamais vendu un secteur aussi stratégique à un pays étranger que les turbines d'Alstom, par exemple. Oui, c'est Mais possible. Obama ne l'aurait pas vendu non plus, à mon avis. Je pense pas, mais si on rebondit là sur ce que vient de dire André Berkoff, je pense que malgré tout, j'ai l'impression que l'arrivée de Trump au pouvoir va
se conjuguer avec le déclin relatif des États-Unis qu'on connaît depuis un certain temps. Et finalement, c'est pas tellement le déclin des États-Unis, c'est le fait que autour des États-Unis dans le monde, il y a des puissances qui sont devenues de véritables On est puissances. multipolaire. La Chine. On faisait une émission sur la Chine jeudi Il dernier. y a 30 ans, la Chine était un nain économique, elle n'existait pas. Donc il y a la Et Chine, pour et certains il y en critères a du eu. FMI, elle est première puissance. Et du il y en monde a eu aujourd'hui. plein d'autres. Mais je pense que donc l'idée que Donald Trump a depuis qui a été cité America First et puis Make America Great Again, je pense que ça va être en fait un élément qui va accélérer le déclin des États-Unis et son retrait dans les affaires du monde. J'ai 3 éléments assez rapides. Le premier, c'est l'Institut Gallup. Alors, vous allez me dire, c'est des sondages, ça vaut rien, mais je le cite quand même. L'image du leadership américain en un an a une baisse absolument considérable. Ça s'est quasiment jamais vu. Le moment où c'était à ce niveau-là, c'était à la fin du mandat de Bush. Deuxième élément, c'est l'administration américaine. Il faut bien qu'elle fonctionne. Et ça, c'est en politique étrangère, c'est quand même très important. Le ministère des Affaires étrangères a vu son budget réduit de 30%. Et il y a encore plein d'ambassades qui ne sont pas pourvues. Donc, comment on fait pour mettre en œuvre une politique étrangère de cette manière-là? Et puis, le troisième point, c'est effectivement le pendant de ce America First. C'est en gros, dans ce monde multipolaire, eh bien, on se désengage de quasiment toutes les institutions. Donc, ça a commencé avec le TPP. Et ça, est-ce que c'était une bonne idée? C'est le TAFTA en français. Non, le TPP, l'accord qui y avait pardon. sur les 12 pays d'Amérique et d'Asie. D'accord, oui, le TPP, le Transpacifique, et après il y a eu le TAFTA. dans lequel la Chine n'était pas présente. Et donc, le fait de se retirer de ça, c'est finalement, ça va permettre à la Chine, et c'est en train de se faire, de recréer un accord dont la Chine va pouvoir devenir une puissance régionale. Il y a eu ça, mais il y en a eu. Il y a eu l'UNESCO, bon, c'est peut-être... il y a eu la critique de l'OTAN, il y a eu toutes les instances. Le NAFTA, ça a été critiqué dès le début par Trump. Et là, pour l'instant, on est en train d'adoucir un peu le propos parce que la négociation est en train de se faire. Mais en tout cas, Trump, dès le départ, a dit on se retire de tout et on va devenir un peu, je veux pas dire l'image est un peu forte, mais l'Albanie du 21e siècle. Donc, je pense que, bon, évidemment, c'est outrancier. Très fort. Oui, mais je pense que les deux conjugués vont faire que il va y avoir une accélération de la perte d'influence des États-Unis dans le monde. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on préfère avoir l'influence des États-Unis ou l'influence de la Russie ou de la Chine? Après, je vous laisse décider. Jean-Éric Brana. Oui, ce dont on parle là à l'instant, c'est d'anti-américanisme. Mais ce que disait Marie aussi, par Oui, exemple, oui, je revenais à Marie. Protectionniste, c'est America First. J'ai pas oublié son propos. D'ailleurs, je la remercie de m'avoir recrédité de ce que je disais il y a un an. Mais il y a un an, j'écrivais aussi dans US News and World Report un article dans lequel j'expliquais que l'anti-américanisme allait devenir très violent dans le monde dans l'année qui allait venir. Ben, on y est, au bout d'un an. Effectivement, on est revenu à cette grande époque de l'anti-américanisme où certains se dressent en expliquant que l'Amérique est en déclin, l'Amérique a beaucoup de maux, etc. Peut-être, je ne sais pas, moi je ne suis pas voyant, donc je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. En revanche, pour rester collé à la question de Marie, je veux quand même faire remarquer, quoi qu'on se puisse dire sur Trump, que nous on est des Français, et que si on est Français, il faut quand même penser que cette politique Donald Trump, qui est très souverainiste, effectivement, comme le dit André, elle est donc au détriment de notre pays. Il ne faudrait quand même pas l'oublier à un moment, parce que il faut quand même remettre les choses dans l'ordre. Ça veut dire que si les entreprises comme Apple décident de se rapatrier aux États-Unis, je rappelle que l'iPhone est construit en partie en France aussi, il fait partie de ces 12 pays qui construisent l'iPhone, donc on va nous retirer ça, mais les intérêts et les capitaux américains se retirant de France, ça veut dire qu'on va quand même avoir un manque à gagner dans notre pays qui va donc nous poser problème à notre croissance, créer du chômage dans notre pays et des produits de plus en plus chers pour nous. Donc il ne faut pas trop s'en réjouir non plus en étant, comme disait André Berkoff, très souverainiste pour notre propre pays en pensant qu'on a nos propres intérêts à défendre. Donc ce qui est bien pour l'Amérique dans ce que fait Donald Trump n'est pas forcément bien pour nous. Et puis, je fais juste un petit correctif à propos du salaire minimum, puisque c'est vrai qu'on a expliqué que Walmart, par exemple, avait augmenté à $11 le salaire minimum, mais ça ne touche que vraiment très peu de gens, puisqu'il n'y a que 2% des Américains qui sont au salaire minimum. En réalité, le salaire médian est à $26, $27 actuellement aux États-Unis. Donc, c'est quand même très très peu de gens qui gagnent aussi peu d'argent, puisque $11 de l'heure, ça fait des salaires très petits aux États-Unis, qui sont quasiment au niveau de notre RSA, donc il ne faut pas non plus se glorifier de choses qui ne sont pas glorifiables du tout.
Un mot également sur un autre aspect assez clivant qu'on n'a pas trop abordé, la politique internationale justement de Donald Trump. 2 exemples, le refus de certifier l'accord sur le nucléaire iranien et la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Ces 2 positions particulièrement marquantes, clivantes, est-ce qu'elles sont caractéristiques de Donald Trump ? J'allais dire juste à Guy Hervier que si l'Amérique devient l'Albanie, moi des Albanies, pareil, j'en prends tous les jours. Hein. Parce que, et j'y vais d'ailleurs. Et je ne suis pas le seul, il y a des millions de gens qui ne pensent qu'à ça, c'est aller aux États-Unis. Comme par hasard, que ce soit Trump ou quelqu'un d'autre. Et vous savez que ce mouvement continue. Moi, j'ai été frappé, pour revenir à Jérusalem. Et je vais vous dire pour ça, parce que c'est très bien, les sondages, etc. Moi, j'ai été frappé par quelque chose et franchement très étonné. Quand Trump décide de dire, d'ailleurs il a dit, après ils s'arrangeront entre Jérusalem-Ouest ou pas, etc. Mais je transfère l'ambassade américaine. Je m'attendais très sincèrement qu'au moins une dizaine de pays arabes parmi les 50 ou les 58 au moins rappellent leur ambassade. Rappellent leur ambassadeur à Washington. Je ne dis pas rompre les relations diplomatiques, mais c'est la moindre des choses d'avoir une espèce de protestation. Eh bien, pas un pays arabe n'a rappelé son ambassadeur ou son ambassadrice à Washington. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la colère des peuples. Mais ça veut dire que ça n'est pas effectif, peut-être pour le moment encore, André Berkoff. C'est pas le problème. Non mais attendez, c'était l'annonce qui était importante. Obama l'avait faite. Tous les présidents l'avaient fait depuis 1995. Mais il fonctionne beaucoup par effet d'annonce, Donald Trump. Quand même. Oui, mais c'est pas le problème d'effet d'annonce. C'est le problème, je vais vous dire, et c'est là qu'on oublie. On ne parle que ce que fait Donald Trump. Qu'est-ce qu'il fait Donald Trump ? Il lui donne un coup d'épée et un coup de pied dans la fourmilière et il voit comment les gens se recomposent. Et ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est ça le plus important. Comment les gens se recomposent. Et je vais vous dire sur l'Europe, et je suis ce que disait Jean-Éric, si l'Europe ne se recompose pas, on aura vraiment des problèmes. C'est ça le problème. C'est pas Trump, c'est comment on recompose à partir de ce qui se passe. Guy Hervier. Oui, alors effectivement, on en avait parlé de Jérusalem, la dernière émission. Le résultat, c'est que, il a coupé, là, c'est pas seulement l'effet d'annonce, et d'ailleurs, dans le communiqué qui avait été pondu par les Maisons Blanches, justement, Jérusalem-Ouest et Est n'étaient pas mentionnés. On mentionnait uniquement Jérusalem, ce qui aurait pu clarifier un peu les situations. Absolument. Mahmoud Abbas a déclaré qu'il ne voulait plus des États-Unis comme interlocuteur pour pouvoir faire la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Ça, c'est tout récent. Et puis, les États-Unis ont quand même coupé 65 millions à l'Agence des Nations Unies, à l'Agence des Nations Unies qui finance tout un tas de programmes pour les Palestiniens. Donc ça, ce sont des effets concrets qu'il faut aussi mentionner. Pour ce qui concerne l'Europe, là où je rejoindrai André Berkoff, mais je dirais un peu en creuse, dans le sens que pour nous, finalement, Donald Trump est une chance, dans le sens où il va nous permettre de effectivement nous reconstituer, de relancer le projet européen. Et puis juste un petit aparté sur Angela Merkel, elle va quand même, sur son 4e mandat, Donald Trump, il est à l'issue de sa première année. Donc son résultat n'est pas si mauvais que ça. Mais vous avez vu, en tout cas récemment, c'est plus que c'était à l'Angela. En 30 secondes, Jean-Éric Brana, sur l'Iran notamment. C'est plus que ça, sur le monde. Je crois en 30 secondes, ce que je peux dire, c'est que le mandat de Donald Trump, il y a de fortes chances pour qu'il remodèle le monde, il change les équilibres du monde. Et ça, on est juste à l'aube de ce qui risque d'arriver. Donald Trump a ce projet assez fou, justement, de remettre la place de l'Amérique au centre dans un contexte économique uniquement, en se moquant de la diplomatie. On est revenu là aussi au début du XXe siècle. C'était exactement ce que faisaient les républicains à l'époque. Il y avait mis en place des barrières douanières très importantes, mais qui rejaillissaient sur le monde en envoyant leur économie sur l'extérieur et leurs produits qui envahissaient le monde entier. Merci beaucoup Jean-Éric Brana, auteur de Trumpland, portrait d'une Amérique divisée, publié chez Priva. Guy Hervier, auteur de Great America chez Masha Publishing. André Berkoff, auteur de Donald Trump, les raisons de la colère, publié chez First. Maintenant, c'est le Loft Music d'Yvan Cujous qui reçoit Nelson Montfort et Fred Corato pour la tournée Les Copains d'abord, un partenariat Sud Radio, un hommage à Georges Brassens. Le Grand Soir Sud Radio.